Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est jeudi, on fait le tour dans le passé avec le brin d'histoire de Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Ouais. Prêt pour ton voyage? Toi, t'es déjà habitué à aller à Genève pour cette réunion. Oui. Est-ce que tu fais des rencontres là-bas? Est-ce que tu viens avec des adresses? Est-ce que tu suis le relationnel? Évidemment, on va d'abord pour ça. Mais à part le fait que c'est la grosse institution qui chapeaute en haut, qui vous invite jamais, une centrale. Il faut savoir que quand vous allez à une des conférences, il y a ce qu'on appelle il y a la conférence elle-même tripartite, et puis à côté vous avez des séances préparatoires dans lesquelles les différentes délégations par continent, par corporation, parfois par communauté ou par région se rencontrent, se retrouvent pour échanger en vue d'aborder sur la thématique qui va être débattue lors de la grande plénière. Voilà, donc c'est des moments d'échange. Bon, mais il faut savoir que nous, étant donné que l'année dernière, c'était la première fois, c'était beaucoup plus des contacts sur le plan régional, avec des membres d'organisations syndicales du Cameroun, le Cameroun qui a une très forte délégation qui est très présente là-bas. Est-ce que le tissu syndical, savoir comment le tissu syndical au Cameroun est développé, rentrer en contact avec les gars, essayer de voir ce que vous pouvez faire sous la sous-région? Oui, surtout pour les échanges que nous avons, c'est sur comment est-ce que les organisations fonctionnent là-bas, quelles sont leurs réalités d'un point de vue social, d'un point de vue législatif et réglementaire. Est-ce que là-bas la liberté syndicale est une réalité? Est-ce que l'expression syndicale est forte et dynamique? Est-ce que l'action syndicale est quelque chose de réel dans la société de ces pays-là? Donc, on discute aussi bien avec les organisations syndicales, que ce soit les fédérations, les confédérations ou bien les simples leaders syndicaux. On discute aussi avec les membres des organisations internationales telles que le Bureau international du travail, qui est vraiment l'organisme des Nations Unies qui débat de ces questions-là et qui organise même cette conférence-là. Mais en général, c'est aussi beaucoup plus avec les pays francophones que l'on discute pour des questions de facilité linguistique. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça, en fait. On discute beaucoup avec eux, on discute avec les Canadiens, on discute avec les Français. Les Suisses eux-mêmes. Les Suisses eux-mêmes aussi, oui. Mais beaucoup plus avec nos homologues d'Afrique de l'Ouest, les Sénégalais, les Guinéens. Il faut savoir que par exemple le Sénégal et la Guinée, les organisations de ces pays-là sont présents depuis de nombreuses années dans ces instances-là de l'OIT, du BIT. Même lorsque vous allez au siège de l'OIT à Genève, la plupart des Africains que vous allez croiser là-bas qui travaillent là ou qui viennent régulièrement là, ce sont des gens de l'Afrique de l'Ouest. Principalement, vous allez voir des Sénégalais, vous allez voir des Guinéens, vous allez voir des Maliens. Ce sont eux-là. On voit aussi une très forte communauté rwandaise aussi. Ça veut dire que eux, vraiment, cette thématique-là, ils s'en sont emparés depuis. Et voilà, ça nous a aussi permis de donner la force. Et puis, il faut reconnaître que depuis l'année dernière, avec le retour que nous avons fait de notre premier passage et un certain nombre de propositions que nous avons faites aux autorités, nous avons été heureux de voir que ces autorités-là nous ont écoutés et nous ont accompagnés. Et donc, pour cette édition, il y aura deux choses. Un, la restitution de ce que nous avons pu faire par rapport à la thématique de l'année dernière, qui était l'économie des soins et le travail décent. Ouais. Et donc, par rapport à cette thématique-là, nous allons dire ce que nous avons pu faire au niveau du Gabon, quelles sont les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, et faire aussi quelques propositions. Et ensuite, nous aborderons la question de la thématique de cette 113e session. D'accord. Voilà. On repart combien d'années en arrière aujourd'hui pour le brin d'histoire? On repart 134 ans en arrière, et les choses étant bien, nous allons parler de Léon XIII, qui est, si tu veux, le pape qui a inspiré l'actuel nouveau pape qui est Léon XIV. Alors, il faut savoir que Léon XIII est rentré un peu dans l'histoire, non pas seulement comme étant
le pape, mais aussi comme étant celui qui est le père de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église catholique. Il faut savoir que cette doctrine sociale de l'Église catholique, il a défini dans ce qu'on appelle un encyclique. Un encyclique, c'est quoi? Un encyclique, c'est comme on va dire une note d'orientation doctrinale que le pape fait à l'adresse de l'ensemble des diocèses, l'ensemble des chrétiens, par rapport à une thématique bien précise. C'est-à-dire qu'il constate que dans le monde, il y a un problème, et donc il voudrait que l'Église aussi, à sa manière, se saisisse de cette thématique-là pour véritablement aider à faire évoluer les mentalités, aider à faire évoluer l'humanité. Et donc, il faut se rappeler qu'il a donc le 15 mai 1891 fait paraître un encyclique dénommé le Rerum Novarium. Alors, le Rerum Novarium, ça veut dire les nouvelles choses, ou bien on peut parler des innovations. Cet encyclique donc, qui a été publié il y a 134 ans, donc le 15 mai 1891, définit un peu, et d'abord, il faut voir un peu le contexte dans lequel c'est fait. En 1891, on est en pleine ère industrielle en Europe, et la révolution industrielle va non seulement entraîner des bouleversements économiques, mais surtout des bouleversements sociaux avec l'émergence d'une nouvelle classe sociale, c'est la classe ouvrière. Parce qu'avant la révolution industrielle, on avait quoi? On avait juste les paysans, on avait la bourgeoisie et on avait un peu l'État. Et à côté, on avait l'Église. Et donc, avec la révolution industrielle, avec l'entrée en production, la production industrielle, la mécanisation, si tu veux, de l'économie, donc on va voir émerger donc cette nouvelle classe qui est une classe ouvrière. Sauf que cette classe ouvrière-là subit des excès justement du capitalisme, les excès du libéralisme. Pourquoi? Parce que dans cette classe ouvrière, Léon XIII, qu'est-ce qu'il va constater? Il va constater déjà des abus au niveau des horaires de travail. Les ouvriers travaillent tous les jours, parfois jusqu'à 12 voire 14 heures par jour. Ils n'ont pas de congé hebdomadaire ni de congé annuel. Et parfois, lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils ont un accident de travail, donc lorsqu'ils sont en incapacité de pouvoir travailler, ils ne sont pas pris en charge par leur employeur et ne sont pas rémunérés. Ça, c'est un excès. Le deuxième excès, c'était que, par exemple, on avait aussi le travail des enfants, notamment dans les mines. Les enfants étaient utilisés abondamment dans les mines pour faire un certain nombre de travaux, ramasser, par exemple, dans les mines de charbon, par exemple, ramasser le charbon que les adultes creusaient, que dans les mines. Les enfants aussi étaient parfois envoyés lorsqu'il y avait des menaces, par exemple, de grisou, cette espèce de gaz inflammable là, qui pouvait causer des explosions. On prenait un gamin parce qu'eux, ils pouvaient s'infiltrer dans des orifices très petits et avec une bougie en main, ça permettait de savoir si la bougie s'enflammait. S'il y avait une détonation, ça pouvait dire qu'il y avait du grisou là. Donc, les enfants étaient donc exposés aussi à ces dangers-là. Et les enfants n'étaient pas scolarisés. Les enfants des ouvriers n'étaient pas scolarisés. Donc, un couple d'ouvriers, des fois, on avait toute une famille ouvrière, le père, la mère et les enfants, tout le monde travaillait toute la journée à la mine pour essayer de subvenir à leurs besoins. Et puis, il y avait aussi le fait que les syndicats n'existaient pas à l'époque. Et donc, du fait de l'émergence de cette réalité sociale que correspond la classe ouvrière, il va aussi naître une espèce de doctrine politique qu'on appelle le socialisme. Et cette doctrine socialiste va être notamment développée par un certain nombre de philosophes comme Karl Marx, comme Proudhon. Donc, eux, ils vont évidemment commencer à imposer une idée selon laquelle il fallait mettre fin au capitalisme en mettant en place la dictature du prolétariat et par exemple, mettant fin à la propriété privée. Donc, en mettant un terme à la propriété privée et en imposant si tu veux, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le pouvoir devait être remis aux ouvriers qui étaient les véritables artisans, si tu veux, de la production. C'était la production de richesse. C'était les ouvriers, du point de vue de ces philosophes-là, ce sont les ouvriers qui posent la richesse et donc c'est à eux, en réalité, qu'incombe la gestion de la cité. Et donc, on voit à cette période-là aussi, il y a de très fortes tensions sociales du fait de la naissance de ces différents mouvements. Il va y avoir notamment des mouvements de contestation qui vont commencer à avoir un peu partout en Europe, notamment par exemple en 1848 à Paris. On va aussi avoir des manifestations à Chicago qui vont être très meurtrières en 1886. Donc tout ça fait que
Léon XIII, lorsqu'il devient pape, il est parfaitement conscient des bouleversements qui touchent le monde, notamment en Europe, et particulièrement des dégâts humains que le capitalisme, le capitalisme, on dira aujourd'hui, on qualifierait presque de capitalisme sauvage, de libéralisme de libéralisme aigu, dans lequel il n'y a aucune limite qui est accordée aux ouvriers que celle véritablement liée à l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, par rapport à cette situation-là, donc, Léon XIII, qui, évidemment, suit les actualités, suit un peu l'actualité de son temps. Il a aussi lu donc tous ces penseurs-là auxquels je faisais référence plus tôt, comme Joseph Proudhon, Karl Marx ou Ferdinand Lassalle, qui vont développer des théories notamment sur le socialisme. Et à partir de là aussi, va naître une autre forme de contestation ouvrière qu'est le syndicalisme. Et donc, à partir de là, le syndicalisme aussi va commencer à s'étendre dans de nombreux pays en Europe à travers des organisations telles que les Chevaliers du Travail ou bien encore la CGT en France, qui vont être les premiers véritablement à internationaliser l'action syndicale. Et donc, à partir de là, il faut savoir que Léon XIII donc, va, sur la base des réflexions aussi d'autres cardinaux, il va être aidé en cela par un certain nombre comme je l'ai dit, de penseurs chrétiens qui avaient déjà commencé à réfléchir en réalité sur le rôle que pourrait avoir l'Église dans l'amélioration de la condition ouvrière. Parce que l'Église va se rendre compte que la situation dans laquelle se trouvait, dans laquelle plongeait, si tu veux, le capitalisme, la situation dans laquelle les ouvriers étaient plongés par le capitalisme ne pouvait perdurer. Et que le capitalisme attisait des tensions, et ces tensions-là étaient susceptibles de créer des manifestations qui pouvaient profondément bouleverser la société. Et en cela, on considère que Léon XIII a été en avance sur son temps, puisque les questions qu'il va développer et surtout les menaces qu'il va exprimer dans le fait que si l'on ne changeait pas les règles du capitalisme, si on ne donnait pas plus de droits aux ouvriers, si on n'améliorait pas leurs conditions de vie et de travail, c'était une espèce de bombe qu'on attisait et qui pouvait exploser et détruire en réalité toute la société. Et quand on dit qu'il était en avance sur son temps, c'est qu'en 1917, ce qu'il dénonçait justement va arriver en Russie avec la révolution bolchevique qui va entraîner justement la chute de la monarchie et l'entrée des bolcheviques et la prise de pouvoir par les communistes en Russie. Donc la révolution russe de 1917 était justement la conséquence de ce que Léon XIII avait déjà dénoncé dès 1890-1891, notamment avec son encyclique. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire dans son encyclique? Donc il va, à travers cette note adressée à l'ensemble des évêques et l'ensemble des catholiques, il va donc notamment s'adresser particulièrement aux ouvriers catholiques en leur demandant justement de se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais de se battre en respectant la loi et surtout en mutualisant leurs efforts à travers l'action syndicale. Il va donc inciter les ouvriers catholiques à entrer dans le syndicalisme afin de se battre pour permettre à ce que leurs droits soient respectés et que leurs revendications soient prises en compte par la classe dominante qui est la bourgeoisie. Et il va aussi s'adresser à la bourgeoisie parce que parmi les bourgeois, il y avait aussi des chrétiens pratiquants. Et donc, à cette bourgeoisie, il va également faire un certain nombre de recommandations qui visaient notamment à améliorer les conditions de travail des ouvriers, à améliorer les salaires, à lutter contre le travail des enfants, qu'il considérait comme un véritable trafic humain. Et tout ça pour, évidemment, avec l'objectif d'améliorer, d'apaiser, si tu veux, le climat social et d'éviter que les tensions manifestes qui étaient liées justement à ces rapports conflictuels entre la bourgeoisie et le prolétariat ne puissent entraîner des mouvements de contestation, voire des révolutions. Et donc, pour Léon XIII, il fallait à tout prix éviter que la cocotte minute qui était en train de bouillonner n'explose, et cela devait passer par un bouleversement des mentalités. Voilà pourquoi il parle d'innovation dans l'Église catholique. Pour lui, l'Église catholique ne peut plus donc rester neutre face à ces bouleversements sociaux qui sont en train de s'opérer à leur époque, et donc l'Église catholique doit prendre fait et cause pour accompagner ce bouleversement, mais en prenant fait et cause
pour l'ouvrier. Parce que pour Léon XIII, c'est en améliorant la condition sociale de l'ouvrier que l'on va améliorer la condition sociale globale de la société et éviter surtout des bouleversements qui pourraient conduire à des manifestations violentes comme on avait pu le voir dans certains pays. Et cette doctrine-là, qui va être lancée, qu'on qualifie aujourd'hui de doctrine du catholicisme social, donc à travers le Rerum Novarium, va être complétée aussi par d'autres encycliques qui vont être prises par des papes, notamment le pape Pie XI qui avait publié le Quadragesimo Anno en 1931, également le pape Jean XXIII qui en 1961 va publier le Mater et Magistra, et ainsi que Jean-Paul II qui en 1991 va publier le Centesimus Annus. Donc ces trois autres encycliques-là viendront compléter en réalité l'encyclique Rerum Novarium de Léon XIII, afin toujours d'œuvrer dans l'amélioration globale de la condition des ouvriers, leur meilleure insertion dans la société et surtout favoriser un climat social apaisé au sein dans les sociétés, notamment dans les sociétés industrielles, notamment européennes ou globalement occidentales. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'actuel pape Léon XIV a donc décidé de prendre la suite de Léon XIII, et même dans sa première homélie, il a, lui, décidé de faire non pas seulement de la lutte ouvrière sa thématique, parce que pour lui, l'éclosion, si tu veux, de la classe ouvrière bouleversait la société de son époque, mais pour lui, pour Léon XIV, c'est la question des guerres, des multiples guerres. La guerre en Ukraine, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre au Soudan, la guerre qui a failli éclater entre l'Inde et le Pakistan. Donc, c'est ces multiplications de conflits-là, de ces guerres-là que l'on pensait, on pensait que l'époque, le 21e siècle, serait le siècle de la paix, après les catastrophes que l'on a connues au 20e siècle avec les deux grandes guerres mondiales, mais on constate malheureusement qu'on n'a rien retenu jusqu'à présent des leçons du passé, et on revoit encore se multiplier un certain nombre de conflits, et on voit aussi un certain nombre de pratiques telles que le protectionnisme, l'isolationnisme, le bilatéralisme qui vient s'imposer au pluralisme. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à l'époque des années 20, des années 30, et cette époque-là, c'était une époque de très forte tension, et ce sont ces tensions-là qui ont entraîné les conflits majeurs que l'on a connus, comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle le pape Léon XIV veut justement s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur Léon XIII, qui avait décidé de faire de la question de la classe ouvrière le leitmotiv de son pontificat. Lui, il veut faire la question de la guerre le leitmotiv de son pontificat à lui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin, qui revenait sur Léon XIII, c'est ça, hein? Léon XIII. Ça avait combien d'années? 134 ans. Waouh, c'est un truc de malade. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.